Veritas, une ville ouvrière, comme il en existe tant d'autres sur Santarcus. Austère, froide et réduite à leur plus stricte fonctionnalité, ces étables pour humains poussent à l'ombre des gigantesques cités tatarcusiennes, toutes de marbre et d'or. À la suite de leur récente victoire contre les gardes impériaux, les fidèles de Zachariel décidèrent d'élire domicile dans ces baraquements abandonnés depuis la première guerre vénitienne. Ils rebaptisèrent la ville Neo Veritas, car c'est une vérité nouvelle qu'abriteront désormais ces remparts. La cité semblait familière à Zachariel. Était-il déjà venu ici? Il ne saurait le dire. Il avait été mené dans tant et tant de villes semblables, lorsqu'on ne l'appelait pas encore Zachariel le béni, mais Zachariel le maudit, Zachariel le sorcier. Né avec le don de seconde vue, souvenirs et prémonitions s'étaient toujours entremêlés dans son esprit tortueux. Mais il se souvenait clairement des sévices et des humiliations qu'il avait subies. La morsure des fouets barbelés, les vociférations de ses tortionnaires et l'odeur de son propre sang mêlée à celle des fruits pourris que lui jetait une foule dont les visages moqueurs restaient gravés dans sa mémoire. Oui, il se souvenait avoir été moins qu'un homme, moins qu'une bête, un phénomène de foire, brinque-ballé de ville en ville pour offrir toujours le même spectacle grotesque. Pourchassé par les autorités impériales, persécuté par les foules haineuses et hanté par des démons dans ses visions nocturnes, le Psyker n'avait aucun refuge, pas même celui du sommeil. 100 fois il avait envisagé de mettre fin à ses jours, mais 100 fois il avait renoncé. Craignant de ne trouver dans l'au-delà rien d'autre que les démons qui peuplaient ses cauchemars dès qu'il fermait les yeux, il ne croyait plus en la vie, mais ne croyait pas non plus en la mort. Ce n'est d'ailleurs pas la mort qui le délivra finalement de son tourment. Un jour d'humiliation publique comme les autres, un vagabond hirsute fendit la foule, gravit l'estrade et libéra Zachariel de son fardeau. Le verbe haut, la voix profonde, il suffit à Clavio Drusilius de quelques paroles pour convaincre à la fois le sorcier et la foule que ses pouvoirs étaient un don des cieux. Oui, tous avaient appris de leurs prêtres à reconnaître la marque du sorcier, mais Clavio affirmait que toute la clique des confesseurs, diacres et archicardinaux à laquelle il appartenait autrefois ne protégeait rien d'autre que ses propres intérêts. Jamais l'empereur n'aurait souhaité que son Église fustige ses plus humbles sujets, pendant que nobles et cardinaux se complaisent dans le luxe et le stupre. Combien de calamités s'étaient abattues sur Santarcus dernièrement, sans que l'ecclésiarchie ne daigne produire la démonstration des miracles qu'on lui attribuait. Pourtant, l'empereur pourvoit toujours à ceux qui en sont dignes. Zachariel, lui, pouvait voir l'invisible et accomplir l'impossible. Oui, il était investi du pouvoir de remodeler la réalité pour soir au grand dessein de l'empereur. Il était son enfant chéri entre tous, l'instrument de sa volonté. Il suffisait à la foule de croire en lui et de lui donner de bonnes raisons de croire en elle. Depuis ce jour, Zachariel était révéré comme un saint vivant, capable de soigner le juste comme d'apporter le repos aux pécheurs par simple apposition des mains. La clique de ses anciens tortionnaires l'adulait plus que tout autre. Rongé par le remords aussi bien que par la peste incurable qu'il voyait comme un châtiment divin pour les sévices infligés aux prophètes, ils avaient retourné leur fouet contre eux-mêmes et n'espéraient plus qu'une chose, se montrer dignes du pardon de Zachariel avant de mourir. Cependant, ce saint vivant demeurait uniquement le saint des misérables et des marginaux. Les instances du pouvoir, jugeant que Santarcus pouvait faire l'économie d'une énième guerre de religion,
estimait que ce culte naissant devait être étouffé au plus vite. La précédente victoire avait certes offert un répit aux Zélotes, mais tous savaient que ce répit serait de courte durée. Le tocsin ne tarda pas à être sonné lorsque les rebelles aperçurent des cerveaux-crânes ailés en train de tournoyer dans le ciel de Néo Veritas. Pour les masses laborieuses, ces oiseaux de malheur ne pouvaient apporter rien de bon. Ils étaient toujours suivis de leur cortège de calamités. Les zélotes se retranchèrent rapidement dans les blocs d'habitation. Au moins une centaine d'entre eux, les plus vaillants de la communauté, étaient prêts à rendre l'âme pour sauver le saint vivant. Les cerveaux-crânes accomplirent leur mystérieux office sans que les zélotes ne puissent en comprendre la nature. Mais les superstitions populaires entourant ces créatures lugubres ne tardèrent pas à se révéler justifiées. Le vrombissement de moteurs et le sifflement de chenilles montant crescendo, une menace approchait, et elle approchait à vive allure. Les zélotes postés à l'entrée de Néo Veritas se tinrent prêts à toute éventualité, mais une en particulier semblait se confirmer un peu plus à chaque seconde. Celle d'une colonne de blindés lancée à leur rencontre. En somme, l'éventualité que les zélotes redoutaient le plus. 4 Lehman Russ jaillirent d'un océan de brume orangée, leur soudaine accélération ayant brusquement ôté le voile de poussière qui masquait leur nature. Et les zélotes postés sur le pont pouvaient encore distinguer les silhouettes d'au moins 3 autres véhicules de plus dans la colonne blindée. L'ignorance des zélotes jouait pour une fois en leur faveur. En effet, l'assaut était orchestré par nul autre que Valfredus de Ludovici, grand maître des ordres de chevalerie de Santarcus. Vieil aristocrate sur le déclin, Valfredus de Ludovici n'en demeurait pas moins une légende vivante sur Santarcus. Un cavalier dont la longue liste des exploits romanesques ne pouvait être ignorée que des plus illettrés de ce monde. Doyen de son ordre, Valfredus en était aussi paradoxalement le plus avant-gardiste. Il considérait que les chars d'assaut récemment reçus par son régiment, tels que l'exécutionneur, le punisher ou les démolisseurs dont il disposait en ce jour, incarnaient l'avenir, et que les nobles montures emblématiques de son ordre gagnaient à être réservées aux cérémonies d'apparat, sous peine d'offrir fatalement un spectacle pathétique si les lions devaient être mobilisés ailleurs que sur leur propre monde. Certains au sein des ordres de chevalerie le méprisaient pour avoir ainsi bafoué leur tradition, mais le chevalier de Ludovici avait retrouvé une seconde jeunesse à bord de son Lehman Russ Vanquisher. Ses instructions en ce jour étaient simples, briser toute résistance et abattre le faux prophète aux yeux de tous. Un assaut frontal en plein jour pour offrir une démonstration éclatante de pure supériorité martiale qui réduira à néant tout espoir des insurgés et leur passera l'envie de se trouver un autre messie de substitution. À cela, il ajoutait une exigence personnelle, détruire le Lehman Russ volé pour laver l'honneur de sa compagnie blindée fraîchement formée. Valfredus de Ludovici ne manqua pas de remarquer les cerveaux-crânes virevoltant dans le ciel. Son briefing de mission ne mentionnait pas le déploiement de tels dispositifs, si bien qu'il se demanda si les zélotes n'avaient pas trouvé un moyen de trafiquer ces machines. Mais il n'eut pas le temps de s'interroger outre mesure sur cette question-là. Tous les zélotes au sol convergèrent en direction de l'entrée de la ville pour aller au-devant de l'ennemi. Ils s'emparèrent au passage de machines de chantier dans l'espoir qu'elles puissent perforer le blindage des véhicules. Mais ces outils n'étaient pas leurs seuls atouts. Le Lehman Russ Eradicator qu'ils avaient volé au lion lors de la bataille précédente s'éveilla en rugissant.
Il avait fallu beaucoup de courage aux Zélotes pour affronter ce monstre d'acier, et plus encore à ceux d'entre eux qui entreprirent de le dompter. Leur maîtrise de l'engin n'était certes pas encore parfaite, mais suffisante pour espérer emporter au moins un char ennemi. Pour l'heure, le véhicule faisait profil bas, restant soigneusement hors de toute ligne de vue et attendant le moment opportun pour agir. L'impatience de l'équipage ne tarda pas à se manifester cependant. Ils tirèrent sur la seule cible en vue, un de ces maudits cerveau-crânes ailés. La petite machine virevoltante semblait presque impossible à atteindre, mais les Zélotes voulaient absolument essayer le canon Nova Eradicator, et le premier tir frappa le cerveau-crâne de plein fouet. La bataille commençait sous de bons augures. Les servants d'armes du mortier lourd et l'escouade dotée d'armes anti-chars ne se distinguèrent pas par leur précision en revanche. Les insurgés, qui étaient postés en hauteur à l'entrée de la ville, ouvrirent le feu sur les Lehman Russ Punisher, mais leurs armes étaient sans effet. Seul le lance-flamme de leurs frères en contrebas sembla infliger quelques dommages au véhicule. Constatant l'inefficacité de leurs armes, le groupe de zélotes au sommet du pont escalada la rambarde en beuglant, semblant manifester le projet de bondir sur le véhicule. L'équipage du Punisher, presque incrédule devant tant de courage ou de stupidité, ouvrit tout de même le feu sur les insurgés pour les stopper dans leur élan. 5 d'entre eux tombèrent du pont comme des pantins inanimés. Mais cela ne fit que renforcer la résolution des survivants. Ils sautèrent sur le véhicule au mépris de leur propre vie, et pour cause, leur plan ne laissait aucune place pour cette considération. Celui qui atterrit au sommet du véhicule amorça une bombe artisanale et, dans une dernière prière, déclencha l'explosif. 3 de ses camarades furent balayés par l'onde de choc, mais le Lehman Russ fut sévèrement endommagé, rappelant à tous que ces monstres d'acier n'étaient pas invulnérables. Sous le regard sans vie des cerveau-crânes qui inspectaient le champ de bataille, la colonne de blindés avança, laissant apparaître les 3 transports de troupes Taurox dans le sillage des Lehman Russ. Hormis le Punisher, qui dut utiliser sa pleine capacité de mouvement pour semer les 2 zélotes menaçant de faire sauter une autre bombe artisanale, tous les Lehman Russ se positionnèrent pour ouvrir le feu sur les cibles désignées par le commandant Valfredius. La grosse bombarde du Démolisseur, ainsi que ses multifuseurs, éradiquèrent 8 émeutiers. La bande de zélotes qui commençait à faire rugir la scie circulaire autoportée subit une volée de tirs de plasma de la part de l'exécutionnaire. 6 d'entre eux disparurent instantanément. Le commandant à bord du Vanquisher dut se contenter d'éliminer les 2 zélotes qui avaient précédemment sauté sur le Punisher et s'étaient retrouvés juste devant ses multifuseurs et son canon laser. Valfredius de Ludovici réorienta ensuite la tourelle de son char pour abattre un des zélotes situés en hauteur sur le bâtiment. Un bien piètre usage de ses armes anti-chars, mais aucune cible plus pertinente ne se trouvait en sa ligne de mire. Les Taurox tirèrent tous sur le même groupe de fanatiques, mais leurs tirs d'autocanon n'atteignirent que les rambardes du bâtiment. La foi des insurgés était inébranlable. Mais combien de forteresses inébranlables avaient finalement cédé sous le nombre suffisant de Lehman Russ au cours de l'histoire impériale? 2 zélotes cédèrent à la panique et s'enfuirent en courant. Les tuyaux d'échappement d'un engin de chantier qui semblait à l'état d'épave se mirent à cracher une fumée noire, et les chenilles du véhicule s'animèrent soudainement. Les hurlements du zélote qui émergea de l'écoutille, bien que complètement incohérents, ne laissaient aucun doute quant à ses intentions. Il amorça des moulinets menaçants avec son bras en l'air, et la rotation de la tourelle entraîna la gigantesque boule de démolition en orbite autour de son poing serré. Sa frénésie étant communicative,
des camarades cachés à proximité décidèrent aussi de passer à l'action. Le Lehman Russ volé alla au-devant de l'ennemi et une dizaine de rebelles vindicatifs surgit d'une habitation, compensant les pertes subies précédemment. Un feu nourri s'abattit sur les Lehman Russ impériaux, mais les fusils des Zélotes n'eurent pas plus d'effet que lors des salves précédentes. Les armes lourdes ou le mortier étaient tout à fait susceptibles de percer un tel blindage, mais aucune de ces armes n'atteignit sa cible. L'éradicateur volé restait pour l'instant hors de ligne de vue de ses homologues adverses, et son équipage se contenta d'abattre un cerveau-crâne de plus. Les fanatiques à l'entrée de Neo Veritas se jetèrent sans hésiter contre les Lehman Russ, convaincus que l'empereur prodiguait au juste la force dont ils avaient besoin. Mais le groupe qui chargeait le Punisher fut entièrement fauché par ses tirs avant même de pouvoir l'atteindre. Et le zélote esselé qui chargeait le Démolisher fit preuve d'une impressionnante force uniquement sur le plan moral avant de finir écrasé sous ses chenilles. Les martyrs ayant tenté de charger le Punisher avaient tout de même offert une diversion, permettant au véhicule de démolition d'effectuer son attaque redoutable. La gigantesque boule tournoyant au bout de sa chaîne menaçait d'enfoncer le flanc du char d'assaut ou d'arracher sa tourelle, mais elle passa finalement bien au-dessus du Lehman Russ et, poursuivant sa rotation, mais perdant peu à peu en amplitude, finit par heurter l'arrière de l'engin de démolition. Pour les adeptes de la foi nouvelle, l'empereur semblait jusqu'à présent bien économe en miracles. Les uns après les autres, les pilotes de Taurox purent constater avec étonnement qu'un nouveau véhicule avait fait son apparition sur leur flanc et remontait le long de leur colonne blindée. Valfredus ne le repéra que lorsque celui-ci enfonça la ligne de défense de Neo Veritas dans un grand vacarme, un répressor de l'Adeptas Sororitas. Que faisaient les filles de l'empereur ici? Pourquoi le commandant de la garde n'en avait pas été dûment informé? S'agissait-il d'un autre véhicule volé? Celle qui était gardienne de la foi ne pouvait tout de même pas se parjurer si facilement en rejoignant les insurgés. Une communication radio entrante clarifia quelque peu la situation. Ici, la sœur supérieure Luciana. Nous agissons sur mandat du cardinal Lucadrion ou d'Ersini. N'interférez pas avec notre mission et vous pourrez compter sur notre soutien. Le feulement d'un lance-flamme lourd vint ponctuer la fin de la communication. Tous les zélotes au sommet du bâtiment furent brûlés vifs ou abattus par les bolts du répressor. Valfredus n'était pas dupe. Si la sœur supérieure omettait de spécifier le but de sa mission, c'est qu'il était forcément en contradiction avec le sien. Aucune loi, aucun usage sur Santarcus ne permettant de vraiment hiérarchiser l'importance du mandat d'un cardinal local et celui du haut commandement militaire. Cela signifiait que la cour s'était engagée. Les lions devaient maintenant trouver Zachariel avant que les sœurs ne le fassent. Le Lehman Russ Punisher s'éloigna du véhicule de démolition pour laisser le champ libre aux autres tanks. Le Démolisher, quant à lui, avança à pleine vitesse pour couvrir le flanc est. Le chevalier de Ludovici décida de mettre à profit la ligne de vue parfaite qu'il avait sur l'engin de chantier. Son canon Vanquisher tira successivement 2 obus qui endommagèrent gravement le véhicule ennemi. Il ordonna à l'équipage de l'exécutionnaire de finir le travail. Les canons à plasma latéraux de ce Lehman Russ s'illuminèrent intensément, indiquant une dangereuse surcharge. Ils libérèrent chacun une boule d'énergie bleutée qui vint frapper la cible de plein fouet, la réduisant presque à l'état d'épave. Mais même aussi sévèrement endommagée, la boule de démolition restait potentiellement dangereuse. Trop tard pour décider de l'achever, le lance-plasma exécutionneur de la tourelle avait déjà ouvert le feu sur l'escouade d'armes lourdes, tuant 2 de ses membres. Le bâtiment à gauche de l'entrée de la ville fut criblé par les tirs d'autocanon des Taurox. 2 zélotes périrent sous ce feu nourri.
Les trois sages, à bord de leurs incinérateurs de déchets mobiles, allèrent au devant de leur destin en décidant d'affronter le Lehman Russ Demolisher face à face. Une dizaine de zélotes leur emboîta le pas. Le Lehman Russ volé s'engagea dans l'artère principale, paré pour un duel de chars. Une nouvelle horde de fanatiques surgit de l'un des bâtiments à l'entrée de la ville, résolus à charger les Lehman Russ et les empêcher de tirer à tout prix. Le char réquisitionné par les insurgés déchaîna toute sa puissance de feu sur l'exécutionneur, mais ni ses bolters lourds, ni son canon Nova Eradicator ne purent occasionner de sérieux dommages. De même, les trois sages déclenchèrent une véritable fournaise avec la puissance combinée de leurs incinérateurs. Mais l'équipage à l'intérieur du char n'essuya rien de plus qu'une grosse suée. Ruggierius, le fanatique artificier, avait l'occasion parfaite de lancer une de ses bombes à fusion maison sur le Punisher. Le placement de la charge explosive magnétique était idéal, mais ses effets toujours aléatoires. La bombe artisanale perça un nouveau trou dans la coque, un résultat satisfaisant pour son créateur. Rien ne semblait pouvoir décourager les zélotes au sommet des portes de la ville. Leur persévérance finit par porter ses fruits. Un tir absolument parfait avec une arbalète à missile occasionna de terribles dégâts sur l'un des Taurox. Cette arme rudimentaire s'avéra bien plus efficace que les canons laser et lance-missiles plus sophistiqués de l'escouade d'armes lourdes. Ceux-ci loupèrent totalement leur cible. Le Lehman Russ Punisher, partiellement éventré par les bombes qui s'étaient abattues sur lui, était presque neutralisé, et les zélotes qui se tenaient juste devant s'approchèrent pour en déloger les occupants. Ces derniers étaient résolus à vendre chèrement leur peau. 5 zélotes furent fauchés par une salve de canon Gatling Punisher, mais les survivants purent activer l'électrofuseur dans l'espoir d'enfin neutraliser ce char. Parallèlement, l'un des zélotes qui venaient de sortir de leur cachette fit sauter les bonbonnes de gaz dont il était bardé sous ses vêtements, emportant 2 des siens avec lui, mais endommageant à la fois le tank du commandant et le Taurox qui se trouvait derrière. Malgré le mépris que les impériaux ressentaient pour ces égarés, ils ne pouvaient nier leur courage. Un des cerveau-crânes parvint enfin à accomplir sa tâche, localiser Zachariel. Il transmit les données de son scan jusqu'au répressor. Les sœurs de bataille, seules détentrices de cette information pour l'instant, décidèrent de hâter encore la manœuvre. Elles devaient rapporter ce Psyker vivant au cardinal Lucadrion Udersieni, ce qui impliquait non seulement de se frayer un chemin jusqu'au sorcier, mais aussi de le capturer avant que les lions ne l'exécutent. Les lames de bulldozer du répressor ainsi que son lance-flamme lourd étaient des atouts précieux à cet égard, permettant de dégager la voie sans ralentir la cadence. 7 zélotes furent carbonisés par les gerbes de prométhium enflammées. Les lions avaient clairement établi leur domination sur les zélotes, mais peinaient à progresser plus avant dans la ville, maintenus sur place par un flux constant de nouveaux fanatiques jaillissant de leurs tanières et de véhicules volés qui encombraient les ruelles de Neo Veritas. Les chars ne firent que réajuster leur position pour trouver de meilleurs angles de tir. Les Taurox, quant à eux, franchirent enfin le mur d'enceinte de Neo Veritas. Une escouade de garde débarqua de son transport endommagé qui menaçait d'exploser. Il était temps pour eux de commencer à investir les bâtiments à la recherche du sorcier. Valfredius de Ludovici hurla à l'équipage du démolicheur de faire feu à volonté. S'ils pouvaient se débarrasser des petites machines insectoïdes qui barraient la route, il deviendrait possible de contourner l'artère principale, prenant ainsi les zélotes de court et permettant de repasser devant le char des sœurs sans manifester d'hostilité. Les multifuseurs du démolicheur liquéfièrent 2 des 3 sages, machines et pilotes compris. Mais il en restait toujours un sur la fratrie.
Le Vanquisher, lui, ne put rien faire de plus que s'éloigner des émeutiers qui l'avaient précédemment chargé. Le Lemanrus Executioner poursuivit le duel engagé avec le char volé par les Zélotes. Ses armes à plasma étaient toutefois bien plus efficaces que celles de son adversaire dans le cadre d'un combat de char. Se battant avec l'énergie du désespoir, l'équipage du Punisher parvint à venir à bout de tous les hérétiques qui étaient venus pour achever le monstre d'acier. Un autre zélote fut tué par les tirs des Taurox. Les fantassins qui venaient de débarquer investirent un des bâtiments dans l'espoir d'y débusquer Zachariel. Il eût été fort imprudent pour les zélotes de cacher leur meneur si proche de l'entrée de la ville. Mais Valfredius suspectait justement ses adversaires d'avoir recours à ce genre de ruse. Il n'en était rien, les lions purent constater que l'intérieur du baraquement était parfaitement vide. Un nouveau groupe d'insurgés sortit de sa tanière, mais plus prudents que les autres, ces zélotes allèrent se tapisser contre le mur du baraquement d'en face pour rester cachés. L'Éradicator volé, dont l'équipage avait compris qu'il n'avait rien à gagner à poursuivre le duel avec l'exécutionner, vint s'engouffrer dans la cour formée par les containers aménagés. Les zélotes sur le toit de l'entrée de la ville descendirent les escaliers en trombe pour se rapprocher du cœur de l'action. La grue amorça son ultime charge, et quelle meilleure cible choisir que le commandant de la force adverse. Les trois rescapés du souffle infernal du répressor allèrent se cacher à couvert en attendant que leur vienne une idée ou un signe de la Providence. L'Éradicator volé ouvrit le feu sur le répressor de l'Adeptas Sororitas, mais pas un seul tir n'atteignit sa coque sacrée. Ruggierius, l'artificier opportuniste qui n'attendait rien d'autre de la vie que de voir l'une de ses bombes artisanales venir à bout d'un char, saisit sa chance. Il jeta sa bombe qui rebondit sur la coque fumante du Punisher, ne volatilisant rien d'autre que son espoir le plus cher. Ce fut finalement l'artilleur du canon laser, engoncé dans sa brouette, qui porta le coup fatal. Les zélotes sur la plateforme tuèrent l'un des soldats en contrebas d'une balle dans le dos. L'unique survivant de la fratrie des Trois Sages entreprit de venger ses frères en noyant la coque du démolisseur sous les flammes. Les dégâts restèrent superficiels cependant. Les servants d'armes du mortier lourd, qui jusqu'à présent s'étaient illustrés par leur incompétence, atteignirent enfin une cible, mais leur tir en cloche s'abattit sur un Taurox sans autre effet que celui de produire un son assourdissant. Au sol, les zélotes se jetèrent sur un autre Taurox très endommagé et le dépecèrent comme des charognards le feraient avec une carcasse. Les morts zélotes se comptaient par dizaines, mais le Lemanrus Punisher et un Taurox venaient d'être réduits à l'état d'épave. Il fallait à tout prix appuyer cette contre-attaque par un acte décisif. Le véhicule de démolition amorça des moulinets de son gigantesque fléau tout en avançant. Ce faisant, il s'exposait grossièrement à un tir de l'obusier Vanquisher braqué sur lui. Trop grossièrement sans doute pour que le chevalier de Ludovici daigne accepter une opportunité ainsi offerte. Il s'abstint d'ordonner de tirer et laissa délibérément la fenêtre d'opportunité se refermer. Le tout était de savoir quand et sous quel angle la boule allait s'abattre pour contre-attaquer exactement au bon moment. Là encore, le zélote n'accorda pas à Valfredius l'égard qu'il était en droit d'attendre d'un adversaire, trahissant son intention par un cri d'excitation au moment fatidique où la boule amorçait sa descente tel un météore. De deux petites tapes rapides sur le tourello, Valfredius ordonna à sa monture qui n'attendait que son signal d'avancer plein gaz. La poussée brusque du Lemanrus contre le véhicule de chantier le fit reculer et dévia subtilement l'orbite de la boule de démolition, juste assez pour qu'elle ne fasse qu'effleurer la coque du char impérial sur son passage. L'ouvrier, qui se tenait fermement à l'écoutille, sembla anéanti l'espace d'une seconde. Mais il se ressaisit promptement.
S'il ne pouvait enfoncer la coque de plastacier du char, il pouvait au moins infliger une sévère dérouillée à son commandant avec sa clé à molette. Il lut dans les yeux de son adversaire que son intention n'était pas bien différente. Le frottement des flancs des deux véhicules avançant en sens contraire produisit des gerbes d'étincelles. Tels des cavaliers engagés dans une joute mortelle, les deux hommes savaient qu'ils auraient l'occasion de ne porter qu'un seul coup. Lorsque les geysers d'étincelles se tarirent et que les deux montures s'arrêtèrent, tous purent voir que la tête de l'infortuné zélote n'était plus sur ses épaules. Le chevalier de Ludovici ne put s'empêcher d'esquisser un léger rictus de satisfaction. Peut-être restait-il de l'honneur à trouver à bord de ces nouveaux véhicules, finalement. Le répressor avança et carbonisa 6 malheureux émeutiers. Les Lehman Russ réajustèrent leur position et dégagèrent la voie pour que les Taurox puissent avancer. L'exécutionneur reçut pour ordre d'éliminer les survivants de l'escouade d'armes lourdes, mais ces derniers furent miraculeusement préservés par le mur qui les abritait. Ces multifuseurs permirent enfin aux Lehman Russ démolisseurs de se débarrasser du dernier des trois sages. Valfredus de Ludovici mit à profit son obusier Vanquisher en tirant sur une de ses cibles de prédilection, un char, et pas n'importe lequel, le Lehman Russ Eradicator volé par les Zélotes. Son tir neutralisa définitivement le véhicule, lavant ainsi l'honneur de sa compagnie blindée. Les Taurox, quant à eux, purent éliminer 3 émeutiers grâce à leur tir d'autocanon. Alors que tout semblait perdu pour les Zélotes, leurs principaux atouts ayant été joués sans grands effets, et leurs effectifs continuant de s'étioler, ils constatèrent, non sans surprise, que leur prière avait été entendue. Sous le regard hébété de tous les belligérants, un essaim de véhicules noirs arriva à point nommé sur le champ de bataille. Certains zélotes, présents lors de la bataille précédente, reconnurent instantanément l'Achilles Ridge Runner qui était déjà venu les soutenir. « Vous pourrez compter sur le soutien de la maison Scalpellina », avait déclaré l'éclaireur avant de repartir sur son véhicule. Ces mots n'étaient visiblement pas des paroles en l'air, et ce soutien se matérialisa en cet instant par l'arrivée de 3 quads armés de lasers miniers, ainsi qu'un Achilles et une navette Pantera, tous deux équipés d'une version lourde de cette même arme. Considérant les dégâts qu'avait pu faire le laser minier contre un Lehman Russ au cours de la bataille précédente, les Zélotes ne pouvaient voir l'arrivée des émissaires de la maison Scalpellina que comme une aubaine. Les flagellants surgirent de leur cachette en protégeant Zachariel de leur corps. Si seulement leur prophète pouvait être embarqué dans la navette Pantera, il pourrait être extirpé en lieu sûr, car la vitesse de cet agile véhicule ne laissait aucune chance aux pesants chars d'assaut ennemis de le rattraper. Zachariel reconnut instantanément ces nouveaux arrivants comme des frères. Il fit usage de sa volonté pour leur insuffler de la vaillance. Les envoyés de la maison Scalpellina, tous tailleurs de pierre de formation, n'avaient rien de soldats, mais comme les indigents qui entouraient Zachariel, ils étaient prêts à tout pour le protéger et surtout le ramener en vie à leur bonne maîtresse, Dame Scalpellina. 2 des quads tirèrent sur un Taurox, lui causant des dégâts considérables. Le 3e prit pour cible le Lehman Russ Executioner, mais son tir fut stoppé net par le mur d'un baraquement. L'Achilles Ridge Runner visa directement le char du commandant ennemi. Son laser minier lourd perfora sans peine le blindage frontal du Lehman Russ, démontrant une fois encore l'efficacité de cet outil détourné de son usage principal. Valfredus constata impuissant les dégâts subis par son char et comprit instantanément que celui-ci ne résisterait pas à un 2e tir de ce type. L'artilleur posté sur la navette Pantera entreprit de finir le travail, mais son tir n'atteignit pas le commandant ennemi. Le chevalier de Ludovici l'avait échappé belle, mais le rapport de force venait de s'inverser. Ce retournement soudain de situation revigora les survivants zélotes.
Ils chargèrent le répressor des sœurs de bataille, mené par le cuisinier du camp, qui surgit de son réfectorium en brandissant son gigantesque couperet. Mais même avec la plus fervente volonté, leurs armes ne purent occasionner de sérieux dégâts aux blindés, et 4 d'entre eux furent écrasés sous ses chenilles. Les zélotes sur l'escalier sautèrent par-dessus la rambarde, s'emparèrent de la scie circulaire autoportée et l'utilisèrent pour attaquer un taurox. Les disciples de la foi nouvelle avaient eu raison de ne pas se décourager, car l'arrivée providentielle de ces nouveaux véhicules leur permettait maintenant de reprendre le combat à armes égales avec les impériaux. Les sœurs de bataille n'avaient plus le choix, il leur fallait agir immédiatement pour avoir une chance de capturer Zachariel. Elles débarquèrent de leur répressor et s'élancèrent à l'encontre de l'ennemi avec un mépris total pour leur propre vie. Elles ouvrirent le feu sur les servants d'armes lourdes, éliminant définitivement cette menace, mais leur cible prioritaire était face à elles. Les zélotes qui avaient essayé de s'en prendre au répressor voulurent poursuivre les sœurs, mais ils furent tous carbonisés par le lance-flamme lourd de ce véhicule ou abattus par son Bolterstorm. L'empereur sembla prêter à l'escouade de Luciana la célérité nécessaire pour traverser en un éclair la distance qui la séparait des quads zélotes. Elles arrivèrent au corps à corps, le souffle haletant, mais avec encore suffisamment de vaillance pour blesser sévèrement l'un des pilotes. Une sœur fut fauchée en retour suite au jet d'un bâtonnet d'explosifs. L'heure était grave pour les gardes impériaux. S'ils ne détruisaient pas la navette rapide immédiatement, Zachariel pourrait s'enfuir à bord de celle-ci. Le faux prophète restait, naturellement, hors de toute ligne de mire pour l'instant. Une escouade de gardes débarqua de son transport et avança au pas de course pour se rapprocher du cœur de l'action. Mais il restait bien trop loin pour pouvoir intervenir à temps. Valfredus de Ludovici ordonna à l'équipage de l'exécutionneur de déchaîner les enfers. Les têtes brûlées aux commandes de ce véhicule surchargèrent toutes les armes à plasma, laissant présager un tir dévastateur, mais ils manquèrent complètement leur cible dans la précipitation. Valfredus ne pouvait donc plus compter que sur lui-même. Il prit tout le temps nécessaire pour bien ajuster la visée. Une erreur de quelques millimètres et la mission était un échec. L'obus du canon Vanquisher atteignit la Pantera de plein fouet et fut immédiatement suivi par un second obus grâce à un rechargement rapide. Les 2 explosions successives ravagèrent totalement la navette et ses passagers ne s'extirpèrent que difficilement de l'épave en flammes. La scie circulaire autoportée permit aux zélotes de détruire le taurox dont les gardes avaient précédemment débarqué, mais il s'agissait d'une bien maigre consolation. Les zélotes accusèrent le coup. Tout comme la Pantera, leur regain d'enthousiasme venait de voler en éclats. S'ils ne pouvaient sauver le saint vivant, il restait au moins la consolation de mourir auprès de lui. Mais il subsistait un minuscule espoir néanmoins. Fragile, fugace, mais juste assez tangible pour que les survivants s'y agrippent de toute leur force. Le tailleur de pierre qui s'improvisait artilleur sur l'Achilles Ridge Runner céda sa place à Zachariel. Celui qui était prophète malgré lui y embarqua docilement. Jamais il n'avait souhaité que tous ces gens meurent pour lui, mais il avait compris qu'il leur devait de rester en vie. Peut-être restait-il possible d'évacuer Zachariel à bord de ce véhicule aussi fragile que rapide. Les regards du sorcier et d'une sœur se croisèrent, et la guerrière de l'ecclésiarchie se mit à pleurer des larmes de sang avant de s'écrouler. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une pour les zélotes, que l'empereur était bien de leur côté. Les catins des cardinaux corrompus ne pouvaient approcher de Zachariel sans que leur péché ne les rattrape. Les quads avaient fui la mêlée avec les sœurs de bataille afin de pouvoir tirer sur le Leman Russ Executioner qui menaçait de détruire l'Achilles Ridge Runner, mais ils loupèrent leur cible. Ce faisant, ils avaient au moins dégagé la voie pour que les tailleurs de pierre déchaînent leurs canons sismiques sur les sœurs.
2 d'entre elles périrent des effets de ces outils de chantier détournés pour en faire des armes de guerre. Puis, ces mêmes artisans chargèrent les sœurs de bataille et se battirent de toute leur force. Ils parvinrent à terrasser l'une des sœurs, mais 2 des leurs furent tuées en retour. Chaque geste devenait crucial, pouvant faire la différence entre la victoire et la défaite pour chacun des 3 camps. Le répressor avança en poussant l'épave du Lemonros zélote grâce à ses imposantes lames de bulldozer. La sœur qui se tenait à l'écoutille utilisa son lance-flamme pour incinérer un quad. Volontairement ou non, le véhicule de l'Adepta Sororitas venait de dégager la voie au Lemonros Demolisher qui s'engagea dans son sillage. L'équipage du char, qui n'avait pas eu sa part de combat jusqu'à présent, démontra enfin son efficacité à courte portée. Un tir de sa redoutable bombarde s'abattit sur l'Achilles Ridgerunner, pulvérisant à la fois le véhicule et le dernier espoir des Zélotes. Zachariel fut projeté par le souffle de l'explosion, mais se releva indemne. Une escouade de gardes impériaux chargea les 2 quads, mais le combat se résuma à une série de tentatives d'intimidation sans qu'aucun coup ne soit porté. Les sœurs pilotant le répressor apportèrent leur soutien à l'escouade de Luciana en chargeant les tailleurs de pierre, écrasant l'un des leurs. Zachariel usa de sa volonté pour faire reculer les sœurs, mais celle-ci se brisa sur la forteresse mentale qu'elles avaient dressée autour d'elle. Témoin de sa propre impuissance, Zachariel s'éloigna en titubant, se demandant qui de lui ou de l'empereur avait abandonné l'autre. Il avait dû vivre toute sa vie avec la marque du sorcier, et à l'instant crucial où il employait ses pouvoirs pour faire ce qui semblait juste, il s'en trouvait privé. Les plus proches apôtres du Psyker se jetèrent dans la mêlée, mais les morsures de leurs fouets barbelés ne firent qu'amplifier la rage des sœurs. Elles massacrèrent la plupart des rebelles, et le lance-flamme lourd du répressor anéantit les survivants. Face à ce qui se jouait en ce lieu et en cet instant précis, plus rien d'autre n'avait d'importance sur le champ de bataille. Les 4 sœurs qui avaient survécu allèrent cueillir un Zachariel transi de doute et de peur. La sœur supérieure Luciana lui asséna plusieurs coups du pommeau de son épée énergétique et de ses talons ferrés, mais le Psyker était incapable de répliquer, ni physiquement, ni en faisant usage de sa volonté. Dans un état proche de l'inconscience, il se laissa passer la chaîne autour du cou, comme au temps où il était brinque-ballé de foire en foire par ceux qui aujourd'hui étaient morts pour le protéger. Valfredus de Ludovici fulminait. Certes, ces hommes venaient d'infliger une terrible défaite aux insurgés, conformément à ce qu'il attendait d'eux, et il avait lui-même réduit à l'état d'épave le Lemonros volé, lavant ainsi l'honneur de sa compagnie blindée fraîchement formée. Mais il avait la sensation d'avoir troqué cet affront pour un nouveau. Les sœurs lui avaient volé les lauriers de la victoire, et c'est sans la tête de Zachariel qu'il lui fallait maintenant retourner rendre des comptes au haut commandement. L'espace d'un instant, il avait envisagé d'ouvrir le feu sur celle qui avait osé interférer avec sa mission. Mais il ne put s'y résoudre. Non, pas tant qu'elle ne tirait pas les premières. Qui sait ce que les tractations des cardinaux tarcusiens réserveraient comme sort à Zachariel? Pour ce que Valfredus en savait, leurs décisions nébuleuses et incompréhensibles pouvaient bien aboutir à ce que ce fugitif du jour finisse par rejoindre leur saint collège. Finalement, seules les sœurs de bataille quittaient ce charnier avec le sentiment du devoir accompli. Bonjour, bonsoir les amis. Ni les lions de Santarcus, ni les Zélotes ne l'auront emporté finalement cette fois-ci, même si la capture de Zachariel va plus durement affecter les Zélotes forcément que les lions de Santarcus qui se sont juste fait voler la vedette par les sœurs de bataille. Bon,
Ils s'en remettront, ils s'en remettront. Enfin, on verra les implications pour la suite de notre campagne. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format de rapport de bataille. Pour ma part, j'aimerais conclure quand même par une série de remerciements. On va commencer par Timothée, et puis un autre joueur également, puisque nous étions 3 cette fois-ci, il nous fallait un joueur pour jouer les serres de bataille. Nous étions 3, donc Timothée et puis l'ami Mystère, qu'on se contentera d'appeler l'Espagnol pour l'instant. Il m'en voudrait de dire son vrai nom, donc je me contente de l'Espagnol. Bon, en tout cas, merci du fond du cœur à vous deux, puisque que ce soit par les efforts de modélisme préalables pour les décors, pour les figurines, etc., avant cette bataille, ou pour le fait d'avoir tenu le coup, d'avoir assuré pendant tout le tournage, qui a quand même duré quelque chose comme 38 heures, je crois, condensé sur un seul week-end, sur 2 jours. 38 heures sur 2 jours, ça laisse pas beaucoup de place pour le sommeil. Donc vraiment, merci. Dans des conditions extrêmes, vous avez assuré. Ensuite, tous ceux qui financent la chaîne, eh oui, parce que sans eux, ce ne serait pas possible, tout simplement. Donc tous ceux qui ont soutenu, qui ont contribué à financer Planet Wargame jusque-là, merci du fond du cœur. Sans ça, j'aurais jamais pu avoir le temps nécessaire pour expérimenter un format de rapport de bataille comme celui-ci. Par ailleurs, vous pouvez également soutenir la chaîne gratuitement maintenant, même en gagnant de l'argent, quoi. Oui, c'est possible, avec My Hobby Place, que je remercie également, notre nouvelle boutique partenaire, My Hobby Place, qui fait 20% sur les produits Games Workshop, sans condition, sans code de réduction, sans limitation de date, que sais-je, non, comme ça. De base, ils font 20% pour tout le monde sur leur boutique en ligne. Vous aurez le lien en commentaire de cette vidéo. Et non seulement ça, mais ils reversent en plus 5% du total de votre commande aux youtubeurs de votre choix. Et ça devient une source de financement non négligeable pour Planet Wargame aujourd'hui. Parce que, cumulés, tous ensemble, les spectateurs de Planet Wargame, vous en achetez pas mal des figurines. Donc, ça devient un atout précieux pour nous. Donc, merci à My Hobby Place. Et puis ensuite, et oui, Monsieur Blackmo, voilà. Contributeur également de la chaîne, et pas des moindres, puisque dans ce rapport de bataille-là, il se trouve que, alors là c'est tiercé gagnant, tous les personnages principaux ont été sculptés par notre artiste modélisateur 3D partenaire, Monsieur Blackmo. Pareil, il est en description. C'est lui qui a sculpté à la fois Zachariel, d'une part, Valfredus de Ludovici en face, le chef de char à bord de son Lehman Russ, et puis Clavio Drusilius, qu'on aperçoit dans l'intro aussi, eh bien c'est lui. Voilà, et donc à cet égard, vraiment, merci, franchement, c'est le visage de la campagne In Nomine Imperatoris, ce sont tes personnages, Monsieur Blackmo, donc merci. Sachez que, d'ailleurs, ces personnages sont disponibles, les STL sont en vente sur son site pour une bouchée de pain. Vous pouvez, vous aussi, acheter ces figurines si elles vous plaisent. Par ailleurs, Monsieur Blackmo accepte volontiers tous les projets de commandes sur mesure qui lui plaisent. Voilà. Donc si vous avez une idée de régiment personnel à lui faire modéliser, un personnage unique que vous voudriez le voir sculpté, eh bien, Monsieur Blackmo se tient à votre disposition. Et ensuite, si ce n'est lui, c'est donc son frère. Merci à Sylvain, également, le frère de Monsieur Blackmo, pour le coup. Puis, double impact. Puisque Sylvain a peint Clavio Drusilius, en l'occurrence, la figurine, qui se démarque un peu des autres par sa qualité de peinture, qui est au-dessus du lot, dans l'intro de ce rapport de bataille. Et ben, c'est Sylvain de Paint Core Studio qui l'a peinte. Voilà. Paint Core Studio. Comme ça, c'était un cadeau, c'était pour peindre les figurines de son frère, pour me les envoyer, colis surprise. Et ben, merci beaucoup à Sylvain, et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur Paint Core Studio. Il peint vraiment exceptionnellement bien, le Sylvain, vraiment. Ça complémente à merveille les figurines sculptées par son frère, franchement parfait. Ensuite, pareil, un autre cadeau aussi, décidément, c'est vrai que j'ai été gâté finalement, Alaric du Studio des Étoiles, puisque c'est lui qui, encore une fois, par surprise, à la suite d'une petite discussion comme ça dans l'association HeroQuest, on salue aussi HeroQuest au passage, a décidé de m'offrir un Lehman Russ, et pas n'importe lequel, le Lehman Russ volé par les Zélotes.
Voilà. Donc l'éradicateur que vous avez vu dans toute cette vidéo, volé par les insurgés, eh bien c'est Alaric du Studio des Étoiles qui l'a peint pour nous. Comme ça, pareil. Cadeau. Donc on peut vraiment le remercier pour ça. Et puis, vous inviter à aller voir éventuellement le Studio des Étoiles. Studio des Étoiles. Pareil, le lien toujours en dessous de la vidéo. Puisque si vous avez notamment, alors pas que, mais notamment un projet de compagnie blindée, un projet qui comporte beaucoup de chars, c'est vraiment sa spécialité. Voilà, ça je peux en attester, j'ai vu son armée de garde impériale, sa compagnie blindée, avec que des Leman Russ magnifiques. Donc franchement, ça c'est vraiment sa spécialité, vous ne serez pas déçus. Bien. Voilà qui nous amène à la fin des remerciements, j'espère n'avoir oublié personne. Maintenant il est 7h du matin et je viens de terminer le montage de ce projet infernal. Ça fait 3 mois que je dors une nuit sur 2 à peu près, pour boucler quand même ce projet un jour. Ça a été très long, il est vrai que une estimation comme ça de temps, j'aurais pu à peu près monter 20 rapports de bataille classiques, vous savez, avec les jets de dés, tout ça comme on voit souvent, dans le même temps, par rapport à celui-ci. C'est pas forcément flagrant quand on fait pas de montage, mais là c'était le cas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? À vous de me le dire, quoi qu'il en soit. Si j'ai oublié quelqu'un dans les remerciements, j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Je suis un petit peu dans un état proche de l'Ohio. Bien. Quant à vous, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, eh ben écoutez, ça va être le moment du bourrage de mou obligatoire. Petit bourrage de mou youtubien. Il faut bien y aller, hein. On va essayer de rendre ça un petit peu original, histoire de varier les déplaisirs. On va le faire façon jeu de rôle, ou... Non, mieux, livre dont vous êtes le héros. Voilà, vous connaissez ça, peut-être ça vous rappellera des souvenirs. Alors, écoutez. Vous venez de vous réveiller sur une plage amnésique. Ah, bon, alors, qu'est-ce qui vous est encore arrivé, loup solitaire? Bon, vous farfouillez un petit peu dans le sable et vous trouvez une tablette connectée. Et vous regardez le dernier rapport de bataille de Planet Wargame. C'est la chose la plus raisonnable à faire dans ces circonstances, évidemment. Et là, on arrive à notre petit moment livre dont vous êtes le héros. Il y a, je dirais, 4 choix qui s'offrent à vous. Le premier, vous avez détesté ce que vous venez de voir. Très bien. Pouce en bas, commentaire désobligeant, c'est bien légitime. Sans rancune. Plus normal. Deuxième choix, vous avez aimé, mais sans plus. Vivement la prochaine vidéo fluff ou le prochain live. Bon, écoutez, pas de problème. On se retrouve bientôt pour un des formats de vidéo que vous préférez. Et puis voilà. On n'en parle plus. Troisième solution, vous avez aimé. Vous avez vraiment bien aimé. Voilà. Bon. Les réflexes habituels, le petit pouce, le petit commentaire. Ça va mieux en le disant, quoi. Et puis, la recommandation à un ami, on y pense moins, mais c'est sympa. Un petit soutien Tipeee, voilà, ça finance la chaîne, ça finance tout. C'est pas du luxe, j'ai envie de vous dire, parce que tout ça a été réalisé finalement avec un iPhone, un micro et un ordinateur qui date de 2008, quand même. Donc... on pourrait un petit peu augmenter le niveau, ce serait pas du luxe, quoi. Je crois que ça va. Mais ensuite, dernière solution, alors vous avez adoré, ou peu importe, c'est pas ce qui compte, c'est que vous voulez en voir le plus possible. Et là, ne nous mentons pas, hein. Fini les faux semblants, il va falloir faire sérieusement chauffer la carte bleue sur Tipeee. Et oui, il va falloir vraiment financer la chaîne, mais en mettant les bouchées doubles. Je sais que ça paraît un petit peu comme ça, presque impoli, mais c'est pas le cas. C'est simplement, ce sera une nécessité parce que, je vais vous dire, moi je peux tout à fait en faire d'autres, des rapports comme ça, mais à raison de 1 par an maximum, je pense. Tout simplement parce que ça demande entre 2 et 3 mois d'efforts continus, à temps plein, vraiment pour le montage, ne serait-ce que ça, quoi, vidéo, une fois que c'est tourné.
Alors à ce compte-là, est-ce que le reste des soutiens de la chaîne va poursuivre son financement pour une vidéo comme ça, de temps en temps, erratique, ça? Je ne pense pas, donc je ne ferai pas ça à temps plein à l'heure actuelle, pas que des rapports de bataille comme ça, c'est pas possible. Ce serait trop au détriment des autres vidéos de la chaîne, comme celle-ci l'a déjà été. Du coup, pour pouvoir en faire plus, se permettre d'en faire finalement plus de 1 par an, moi je suis partant, hein. Je signe tout de suite, hein. Mais il faut être plusieurs. C'est pas un travail pour une seule personne, ou du moins, si on veut en sortir régulièrement, c'est pas un travail pour une seule personne. Il faut être plusieurs, et là automatiquement ça fait grimper l'addition. Mais bon, moi je suis partant, et si le cœur vous en dit, je dirais pas non, clairement. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. En attendant, bonne peinture, bon jeu, ciao.